Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir et un honneur de vous retrouver sur ce magnifique plateau pour cette première de votre émission À vous la parole, New Look. Nous aurons donc désormais l'opportunité d'être ensemble tous les vendredis dès 21h pour échanger avec un invité de choix. Je le réitère encore, que vous soyez un homme politique, un chef d'entreprise, un directeur général, un administrateur public au Cameroun, cette tribune est la vôtre. Vous avez l'opportunité de nous rejoindre et de participer, bien sûr, à l'édifice Cameroun, à l'édifice Afrique, et pourquoi pas avoir un impact sur le monde. Je vous invite donc à être connectés tous les vendredis sur Info Télévision. Pour ce soir, nous avons l'honneur et le bonheur d'accueillir une voix, un leader, un visage, un nom qui s'est imposé au Cameroun au fil des années par son attitude et son altitude. Et bien entendu, nous échangerons autour des sujets qui font l'actualité. On aura l'occasion de le découvrir sous plusieurs facettes ce soir. Toute l'équipe technique étant mobilisée. Je rappelle quand même que vous avez un code d'accès pour vous connecter à nous. Le 699 13 50 75 sera dans votre code de passe pour participer à cette émission. Une fois que je l'ai dit, je vais prendre juste un détour, le temps de permettre à notre invité déjà dans ce studio de s'installer confortablement. Vous l'avez donc compris, ce soir nous aurons donc un invité choisi avec soin pour répondre au moment, au temps et à l'actualité. Je vous l'annonce de but en blanc. Nous sommes en compagnie du professeur Jean Baïbek ce soir. Est-ce que je dois encore le dire que c'est un médecin, c'est un universitaire, c'est un activiste, on va sûrement le comprendre mieux tout à l'heure, mais c'est surtout un homme politique qui a choisi de militer sous la bannière de l'Union des populations du Cameroun. Et j'ai le plaisir et le bonheur de vous accueillir sur ce plateau de votre émission À vous la parole. Je dis votre émission parce que c'est vous qui êtes les stars sur ce plateau. Bienvenue, professeur Baïbek. Merci beaucoup, Madame Griseli. Je dois d'abord dire que comme UP6, je n'ai même pas choisi. Je suis presque né. Je vous dirai les circonstances ont fait de moi un UP6 dès la naissance. Mais en plus, je vous remercie de m'avoir permis de m'exprimer ce soir. Parce que nous sommes à 2 jours du 13 septembre, qui est le centre de délai central de la semaine des martyrs de l'UP6, depuis plusieurs années, mais qui est marqué cette année par la disparition de celle que nous appelons activement Maman Atangonjok. On va sûrement développer. Maman Atangonjok, qui est celle qui a accompagné Ruben Nyopé dans le maquis et qui était présent lors de l'assassinat dans la version qui est officielle. D'accord. Professeur, comme on le dit souvent, on ne peut pas accueillir un invité sans découvrir qui il est réellement. Si on parle de naissance du professeur Baïbek, le professeur Baïbek est né en quelle année? Où? Je suis né 4 ans après la mort de Oum. Mais en 62. En 62. Mais dans les circonstances terribles, parce que mes parents se rencontrent à Déa. C'est pas leur ville d'origine. Mon père, nous sommes originaires à 50 km. Je suis parti dans le même village que Rigobert Somanak. Ça s'appelle Contoc 2, mais les Lingas ont fait qu'on appelle ça Nkingnikok. Puis les Lingas, moi, c'est l'Oxy. Et ma mère, Babi, de l'autre côté, l'Indoubianga, ils sont à 45 km de Déa. Mon père émigre avec sa maman parce que son mari
son père, à lui, mon grand-père, a été emprisonné par le colonel Lamberton à Ezeka. Il a arrêté parce que c'était un bon boc, un guérisseur. Le colonel Lamberton lui reproche de faire de la mystique pour le maquis. Et comme il était dur, le colonel Lamberton demande de l'arrêter avec sa caisse d'ossements. Comme disait le professeur Bruno Le Bassa et les os. C'est une grande histoire. C'est le professeur Bruno qui veut provoquer comme ça. Et il laisse tomber sa caisse des os dans la Kélé, à la traversée de la Kélé, qui est une grande rivière qu'on traverse quand on va à Ezeka. C'est le colonel Lamberton est radicalisé et il finit par décider à Mayabat quand il sort de prison. Mon père se retrouve à aider en déperdition avec sa maman. Et ma maman, elle est déportée à aider avec son père, mon grand-père maternel, parce que dans le cadre du Zopac 1, Zopac 2, on regroupe les gens dans les villages. Et ma famille maternelle est pratiquement divisée en deux. Parce qu'elle est partisane de la rébellion de l'indépendance. On peut dire radicalement que vous êtes né au cœur de la bataille nationale. Mon père trouve un emploi de fabricant dans les usines à l'UQAM. Et ma mère vend les oranges. Parce que je leur demande leur histoire. Comment ils se sont rencontrés quand je grandis. Et ma mère dit c'est une histoire d'un jeune qui travaille à la l'UQAM. Il passe à vélo et moi je vends les oranges. Voilà comment on se rencontre. Dans les années 60-61. Mais ce qui est plus grave encore, ce qui marque, c'est que je n'ai pas 4 ans. Mon père perd son emploi. Enfance difficile. En 66, mon père perd son emploi. On rentre donc dans le Mungo. Et quand on rentre dans le Mungo, ma grand-mère est un peu complice de la rébellion de l'ANLK. Elle m'expliquera qu'ils mettent la même lutte que ton Bombo. Ton frère aîné. Parce que j'ai le nom du petit frère de mon grand-père, Bahivik. Enfin, né de la même, parce que l'arrière-grand-père était un grand polygame. Et c'est de la même mère. Et donc, en fait, là-bas, j'apprends à jouer avec la rébellion en brousse. À distribuer le courrier à Malaké. Donc, radicalement, dès la petite enfance, vous êtes plongé dans l'univers politique. On va sûrement parler de l'homme politique que vous êtes devenu. Mais comment vous devenez médecin? Comment on quitte d'une condition difficile comme celle qui était déjà la vôtre après le décès de votre papa et on réussit à devenir médecin? Il y a une petite embellie dans les années, on va dire. Une fois, on a tué les derniers rebelles en 75. C'est-à-dire, Wandi en 71. Et puis là, il y a encore Makandafou, Makandamapout et Yedna, qui décède vers 74, 75. On peut retrouver cette histoire en la reconstituant. Et donc, après cette période, après cette période-là, on va dire la dernière décennie, après la réunification forcée et factice, le Cameroun se porte pas mal. Et si vous voulez, dans leur transition de pouvoir, quand il arrive, moi en 82-83, je suis un élève de terminale. Je passe le bac en 83. Le 6 novembre 82, quand il prend le pouvoir, je suis en train d'apprendre une leçon de géographie sur le trottoir de l'aéroport de Douala. Là, il y avait un vieil avion. Là, l'hôtel Barcelone, là, en face. Sur ce territoire, je suis en train, et on coupe la lumière. Donc, c'est pour dire. Et donc, pendant cette année-là, ben, nous, on passait les concours. On passait encore les concours objectivement. Et je passe mon concours. Dans tout, puisque d'ailleurs, corrigé devant la première fois, je rate. On vire le directeur, on nomme un nouveau directeur. C'est Masayoki est nommé recteur, il propose un nouveau directeur du CUS. On nomme un nouveau directeur du CUS, on commande la correction et je passe. Donc, c'est avec votre mérite que vous rentrez aussi. À l'époque, il n'y avait que ça. Il y avait deux choses. Il y avait ça et il y avait la chasse gardée. La chasse gardée est différente de la corruption, il faut bien comprendre. La chasse gardée, c'est quoi pour la chasse gardée, ça dit que M. Aïdjo et tout le système néocolonial
décide qu'on va former médecin dans telle famille. Ah d'accord. On fabriquait les médecins. Non, on va le prendre s'il a 10. D'accord, on le repêchait. Ce qu'on appelle aujourd'hui le pêcher. Oui. Voilà. Il ne mérite pas, mais on a décidé qu'on va un médecin dans cette famille. On va le soutenir. Mais, en même temps, quand on a pris comme ça sur 50, on va dire 5 ou 10, les 40 autres, c'est sur mérite. Donc, il y avait deux méthodes. Il n'y avait pas l'argent à l'époque, je crois pas. Je n'ai dépensé aucun sou pour passer aucun concours du quiz. Et Dieu seul sait, j'en ai passé brillamment 3. Parce que moi, j'étais tout le temps parmi les meilleurs. Quand j'étais pas le premier, on se disputait cette période avec des gars aux États-Unis. Il est au Texas, il est professeur là-bas. Voilà le niveau. Il est professeur, le patron de maladie infectieuse au Texas, c'est Roger Bédimon. Il y a un bout de mur, voilà le niveau. Il y a Vokweli, il est là. Il est là, il est ORL, il a été ORL à CNPS. Voilà le niveau, voilà les gens qui veulent les premiers qui se battent. Et on vient tous des familles extrêmement modestes. Je ne me souviens même pas qu'on avait notre promotion, cette promotion-là. N'a pas un fils de bourgeois ou du Sérail, il n'y a pas. Je crois que non, les gens du Sérail qu'on trouve, ils reprennent. Mais nous, on n'a pas. Nous, on est tous des pauvres à l'époque. Donc, il y a eu cette période-là de transition entre Aïdjo et Biya. Il y a que Biya vient avec le discours de rigueur et moralisation auquel certaines personnes adhèrent. Les gens qui ont des professeurs ou là. Voilà les adhérents à fond de ça. Bon, il faut dire que ça a été appliqué, mais ça n'a pas duré trop longtemps. Ils sont redevenus dans un système de médiocrité avec les femmes d'Ongo. Voilà le patron de la médiocrité. Ils sont revenus. Il a instauré ça en norme. Ok? Mais je les sais, on a eu un cru. Au départ. Mais ça n'a pas duré. Ça, je suis pas sûr. Je crois qu'ils ont été un peu perturbés en réalité. Deux choses les ont perturbés. Parce que pour être honnête, ils ont deux circonstances atténuantes. Il y a la secousse de la chute du mur de Berlin en 90. Avec la crise économique. Ouais. Et ça amène la démocratie. Ils s'y attendaient pas. Mais avant ça, ils sont déstabilisés par le putsch manqué du 6 avril 84. Il faut savoir qu'à la sortie de ce putsch, le Cameroun était en lambeaux. Et les élans de Biya dans la rigueur et la moralisation, cette fois-là, ils lui disent en bêtis, Bikarwa ya. Est-ce que vous comprenez? Et donc ils ralentissent ces allures. Bon, mais c'est au RDP, c'est le défendre. Moi, je n'ai pas à le défendre. Bien entendu. Ce que je peux témoigner, c'est qu'il a bien commencé. Et moi, j'ai profité de ce bon début. Et j'ai fait un parcours. Ouais, j'ai fait un parcours rectiligne. Alors, si j'ai dit le professeur Baïbek, l'universitaire. L'universitaire, ce que je peux retenir l'universitaire, moi, j'ai fait un parcours rectiligne. Sans faute, devant tout le monde. Avec des résultats patents, c'est-à-dire que il n'y a pas une institution dans ce pays. On ne trouve pas mes malades opérés de mes mains. Hier encore, mon épouse a reçu un qui est en prison. Que j'ai opéré, que j'ai soigné du tendon d'Achille. Il se souvient pas, il se souvient que j'ai fait quelque chose de ma mort. Puis il m'a même fait quoi? Je l'ai du tendon d'Achille. Mais je n'ai pas à le cacher. Je ne suis pas dans la querelle du... Oui. D'accord? Voilà. Et donc, il n'y a pas au Sénat, à l'Assemblée, dans le gouvernement. Donc, il y a des résultats patents. Mais, ça c'est comme médecin, comme chirurgien, comme universitaire, ce qu'il faut retenir, c'est que dans ma spécialité, la chirurgie orthopédique, c'est celle des os et des articulations. Aux téléspectateurs, vous êtes chirurgien orthopédiste. Celle des os et des articulations. Autant le pionnier est honnêtement le docteur Mignem. Mais être pionnier, c'est une chose. Le fondateur, parpaing contre parpaing, c'est moi.
Parce que ce que même fait, il fait, il rentre, il fait doucement sa carrière sans histoire. Ouais. La différence, c'est que moi, je viens, je crée l'école, je crée les services à l'hôpital central. Je crée le service, je crée l'école, l'école est là. Et cette école forme suffisamment les gens aujourd'hui. Mes premiers élèves sont des professeurs. Là. Ouais. Et donc, sur les 75 orthopédistes que le Cameroun a, si vous voulez, j'en ai influencé 50, 60. Sur les 200 chirurgiens, il y en a hein. Hier soir, ma mère à Douala est tombée malade. La sœur aidée à ma mère. C'est hier soir, ça monte hier soir. Quand mon grand frère me dit, m'appelle que maman, ça va pas, elle mangeait et puis il y a problème, ben je fume. Et puis quand j'appelle le directeur de l'hôpital de Lyon. Je sais plus si il a enseigné ou c'est mon petit frère. Mais c'est le directeur dit que maman est malade, elle a 300 mètres. C'est mon quartier, c'est là que j'ai grandi. Le collège Saint-Michel que tu vas en face, mon collège, c'est là que je fais la 6e. Entre elle me dit, ah bon, je dis, oui, tu vas recevoir. Est-ce que tu peux recevoir? Maman me dit, je suis justement à l'hôpital, il était 21h30. Il y a encore des gens qui travaillent à 21h30. Donc c'est un tchoya. Je peux le dire avec plaisir. Parce qu'il a bien accueilli maman à 21h30. Il a pu lui parler, il a pu la rassurer. Hein? Il a soigné toute la nuit, le matin, il a pu l'envoyer faire le scanner à la Quintini. Ça a coincé un peu à la Quintini. Le professeur Issombala aussi reçu un petit frère aussi. Ça, c'est un petit frère. Je peux rester à Yaoundé, hein? Sans aller, sans me déplacer, demander à des jeunes confrères de prendre soin. Ah oui, ou à mes élèves. C'est ce qu'on Il n'y a appelle pas meilleur bonheur que ouais. ça, il n'y a pas meilleur résultat. Le résultat du bon travail. Oui. Alors, le professeur Baïbek, activiste. On vous... Alors, activiste, c'est que... Alors, écoutez, moi, finalement, mon grand-père, je vous ai dit, mon grand-père paternel décède à la sortie de la prison des Eka, à Mayabat. Ouais. C'est-à-dire que c'est le village que vous trouvez avec des petits bâtiments. Ce village des lépreux avant de traverser le fleuve. Oui, oui. Vous voyez ce village-là, oui. Quand vous allez à Lolo. C'est là. Mon grand-père maternel, lui, décède dans son village Ndoubianga parce que, je vous dis, la famille était divisée. Et donc, le problème de mon grand-père, c'est quoi? C'est que la nuit, les combattants de la liberté, que le système appelé les maquisards, viennent le menacer, ils disent qu'il est complice des gendarmes qui les harcèlent. Et le jour, les gendarmes viennent le harceler, qu'il est complice des maquisards. Bon, du coup, il est entre le marteau et l'enclume. C'est ça, même, il a ses fils, et il y en a qui sont pour la lutte. Ouais. Il y en a qui sont pas pour la lutte. C'est comme ça la lutte de la libération, ça divise les familles. Et toi, tu étais du côté de ceux qui étaient pour la lutte? Ben écoute, j'étais en train de naître. Je ne suis pas. J'entre dans la lutte parce que même quand je distribue le courrier, ça doit être 66, 67, 68. Parce qu'en 69, mon père va me cacher sa soeur René en pays tout. Sa soeur René a épousé un Vournamier. On va. L'école catholique de Mvala, moi je fais la cile là-bas. En réalité, papa est venu me cacher pour deux facteurs. Il s'est séparé un peu de sa femme, problème de couple, il n'y a plus de travail et tout. Mais aussi parce que il voit ces tendances-là et il n'est pas très d'accord. Il va me cacher sa soeur. Et donc, si vous voulez, toute cette vie a fait que j'ai pris conscience de la lune. Parce que ma grand-mère, qui était ma principale complice, ma principale... influenceuse avec ma mère, avait dénoncé la lutte contre les indépendantistes. Et m'avait appris un peu à être nationaliste. Et ma mère a vécu pire que ma grand-mère. Parce que ma mère, dans cette rivalité entre les gendarmes et les combattants, ma mère a été enlevée. Ça, elle me dit ça, elle me raconte qu'elle fut enlevée. Elle fut enlevée à l'internat de Samba. L'internat de Samba, c'est-à-dire l'église dans laquelle on a assassiné le père Koutoukouis, qui lui avait assassiné par empoisonnement. Il a mis le thallium dans la communion. Vous voyez, l'église coloniale était terrible. Le chef n'a pas même bon. C'est pourquoi les UPC se vendent contre le père Koutoukouis. Et les gorges.
Parce qu'il a empoisonné le chef de Babimbi II, le grand chef supérieur, avec la communion. Ouais. Il a fait ça. Donc, en tout cas, il le dit. Voilà, voilà. Donc, dans ce contexte-là, l'UPC n'est pas un parti dans lequel on s'inscrit. En tout cas, les fondamentalistes. Vous voyez pourquoi je suis fondamentalement ounobiste, j'assume ça. Je suis fondamentaliste ounobiste. C'est une grosse plaie de l'histoire que l'on n'efface pas. Et comprenez pourquoi. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est ce que revendique dans les années 50 qui revient au Mali, au Niger, au Burkina. C'est d'actualité aujourd'hui. C'est d'actualité, c'est tout ça. C'est simple. On a l'impression qu'on a tourné. Oui, on a tourné, c'est-à-dire qu'on nous a donné une mauvaise indépendance. Le credo de Oumé clair. On nous voulait une indépendance totale et inconditionnelle. Celle qu'on a donnée à Dieu était conditionnée par les 11 accords secrets, Madame Guesseli, qui disait que le sous-sol appartient à la puissance coloniale. Qui disait que nous devons parler français par force et qu'on ne tape pas à l'école si nous parlons nos langues. Qui disait que les marchés publics, c'est d'abord les sociétés françaises. Vous comprenez? C'est cette condition-là qu'on anticipe, dit qu'on ne veut pas ce type d'indépendance. Totale, parce qu'on ne veut pas l'indépendance partielle. On veut l'indépendance totale. C'est ça qu'on revendique aujourd'hui. En fait, on a 70 ans d'avance sur les Maliens, sur les Burkinabés, sur les Nigériens, sur les Guinéens et peut-être sur les Gabonais. Et on va dire 100 sur le Cameroun parce que je suis venu vous rappeler qu'on vous demande vous. Elle dit que vous devez vous-même organiser votre indépendance dans votre esprit. Et que l'indépendance, ce n'est pas seulement la liberté. L'indépendance, c'est la dignité. Je vous donne le modèle. Quand vous avez la liberté, vous pouvez rester étant libre à l'avenir que vous dormez là. Bien entendu. Ok? Vous êtes un homme libre, mais vous n'avez pas de dignité. Vous avez la dignité le jour où vous avez votre domicile. Vous payez votre loyer que vous avez construit. Vous pouvez acheter votre nourriture ou la cultiver. Ouais. Vous pouvez payer votre facture d'eau. Vous pouvez payer votre facture d'électricité. Si vous êtes une femme, vous pouvez séduire un homme qui vous épouse. Si vous êtes un homme, vous pouvez séduire une femme, l'épouser, la garder, lui faire des enfants et les élever. C'est ça la dignité. Ce n'est pas courir le désert du Sahara à pied pour aller plonger dans l'indépendance parce qu'on pense qu'il y a le bonheur là-bas. Tu cours pour aller toi-même à l'esclavage. C'est la question. Et pour finir, donc, la question, ce n'est pas seulement la liberté d'un État et la dignité d'un État. C'est la liberté et la dignité individuelle de chaque personne. Oui. Maintenant, quand tu as trouvé le travail, qu'on fait la moitié des Camerounais, les choses que je leur reproche. Tu touches son salaire, le jour où tu l'as touché, tu sors du travail, à 15 heures, tu t'arrêtes au premier bar, tu rentreras de là à 22 heures. Ivre comme pour lui. Est-ce qu'un homme digne fait ça? Ton argent est fini. Tu as détruit ton foie. Ta femme est fâchée à la maison. Tu arrives, tu la grondes, tes enfants ne te respectent pas. Tu es un homme ou tu es un animal. D'accord? Donc, le combat n'est pas seulement pour les États. C'est pour nous-mêmes. Si nous voulons être des hommes indépendants. Il faut s'approprier. Oui, c'est pas seulement la liberté, c'est la dignité. Oui. Et pour sortir de la présentation du grand homme que vous êtes, si j'ai dit le professeur Baïbek, homme politique. Ben, je suis un homme politique, j'assume. Ouais. Parce que c'est que la libération, on nous apprend ça aussi que tout touche à la politique. Et la politique se mêle de tout. C'est de la faiblesse, c'est de la lâcheté que de prétendre ne pas faire la politique. Ne pas vouloir la faire. Ce qu'on a le droit de faire, c'est dire que je suis magistrat, je suis militaire, j'ai un devoir de réserve par rapport à l'engagement et à l'affichage.
Mais dans mon cœur, je dois aller voter. C'est un acte hautement politique. De toute façon, Madame Guisseli, celui qui veut n'a qu'à ne pas faire la politique. Mais elle s'en fout. Elle nous fait tous. Et tous les jours, elle nous fait. Bien entendu. D'accord? Alors, la seule façon, c'est d'essayer de la faire. Évidemment. Vous avez choisi de la faire. Oui. Et moi, maintenant, la faire ne veut pas dire être leader. Ok? C'est là où je peux comprendre. On peut comprendre, ok, je ne veux pas être leader politique. Mais, ce qu'il est idiot de dire, c'est que je ne fais pas la politique. Tu ne fais pas quelque chose qui te fait tous les jours. D'accord? C'est la mauvaise politique qui fait qu'on te coupe l'électricité. C'est la mauvaise politique qui fait que tu coinces dans les embouteillages pendant des heures pour arriver au travail. C'est la mauvaise politique qui fait que tu n'as pas l'eau. C'est la mauvaise politique qui fait que le docteur te reçoit tard à l'hôpital. Et toi, tu ne veux pas faire ça. Alors qu'elle te fait chaque minute, elle ne fait que ça te fait. Tu dois la faire. Maintenant, on peut comprendre que c'est difficile de faire les choix. Justement, d'accord, avec la multitude. Comme c'est difficile de faire les choix, il n'y a pas la multitude par politique, une multitude de façades. Il y a deux camps. Il y a le camp du nationalisme, c'est le camp de homme, et il y a le camp de la collaboration, c'est le camp de Ojula. D'accord? À l'intérieur, maintenant, il y a plusieurs nomenclatures, mais il n'y a que deux camps. Nationaliste, umniobiste et ojulaïste. Le joulatisme. C'est tout. Oui, et le roi de l'ojulatisme au Cameroun, c'est l'UNC RDPC. De l'autre côté, le roi du nationalisme, oui, c'est l'UPC, le Manidem, le Front Patriotique, l'Alliance Patriotique. Ouais. Oui, c'est les partis, c'est cela. C'est les deux grands camps qui se battent. Le reste, c'est une question de détail. Et nous disons que, aujourd'hui, il est clair pour toute l'Afrique, en tout cas les 14 États francophones, quand on est les nationalistes, les pères fondateurs, avaient raison sur tout. Je vous propose donc après, professeur, qu'on puisse rentrer. De là, la contraposée est vraie. Ouais. Ojula et sa bande avaient tort sur tout, y compris eux-mêmes. Monsieur Edjo, même pas la tombe, Rosalie, même pas une tombe. Mais il n'a pas voulu, c'est la circonstance. Mais c'est son système. Mais c'est son système. Ok, monsieur Biya qui est là actuellement, regardez le bilan. L'autoroute est coincée, une autoroute après 70 ans, une autoroute est une route double, non? Oui. Elle est quoi d'autre, à part une route double, avec un trottoir au milieu. Parce que là, on dit souvent que Babek fait son hamburger partout. C'est moi qui vous ai dit au milieu. Ce n'est pas Rosalie, ce n'est pas toi-même qui dis que c'est seulement un trottoir au milieu. Le c'est quoi? C'est 70 ans. Ouais. Voilà ça que Ngani nous dit. Ouais. D'accord? Ouais. Dans la forêt, coincé après 60 km. Hein? Mal gouverneur fait que, au départ, on conçoit, l'autoroute doit aller à une dépasse, on prévoit que, même si on coince, on aura fait le morceau Douala et Déa, qui va desservir le port de Kribi. Maintenant que vous changez par le tribalisme viscéral, vous dites que c'est Yaoundé Douala, vous êtes coincé dans la forêt. Est-ce que vous voyez l'héritage de la malgouvernance? Bien sûr, on le perçoit au quotidien. Je vous propose justement qu'on puisse donc rentrer dans les thématiques qui vont nous préoccuper ce soir. Le temps de prendre notre transition face à face et on se retrouve.
Je crois que c'est désormais plus clair pour tous ceux qui nous regardent à la maison. Qui est le professeur Jean Baïbek? Il n'y a plus beaucoup d'ombre, mais on va poursuivre parce que maintenant on va ouvrir un tout petit peu, découvrir avec vous votre lecture sur les sujets qui font l'actualité. Et vous l'avez dit, cette semaine, nous étions en plein dans la semaine des martyrs. Le 13 septembre de l'an de grâce 1958, le Cameroun perdait Ruben Oumyobé, un visage, une histoire. On aimerait bien avec vous revenir sur les circonstances de l'assassinat de Ruben Oumyobé. Les circonstances, je crois que la question des circonstances, ce qu'il faut savoir, fondamentalement la lecture de l'humanité, l'histoire de l'humanité. Les circonstances de l'assassinat de Oumon, beaucoup de traîtrises. Une traîtrise à long terme avec le pasteur Tchega. Le camarade Mbegana a bien expliqué ça avec nos avant-hier. Le pasteur Tchega qui commence par les communier à Douala. Il a complicé avec le monseigneur Mongo. Qui vient le voir un an avant, dans le maquis, le 2 octobre 57. En réalité, quand il s'est fait une grosse déclaration, Kouma a refusé de sortir. C'est un type farfelu. S'il a fait, pourquoi farfelu? Parce que tu ne vas pas faire sortir du maquis un type qui est sous mandat d'arrêt, sans l'annulation du mandat d'arrêt. D'accord? Oui. Un type dont on a interdit les trois parties. L'UPC, l'UDC et la JDC, l'UDFEC et la JDC. Tu as l'annulation de cette interdiction, ou bien tu as l'annulation du mandat d'arrêt, ou bien tu viens le chercher pour l'amener en prison. Tu voulais qu'il te suive comment? Tu veux nous dire que tu es idiot, ou tu veux nous dire que tu es un traître qui est venu le... D'accord? Voilà, donc il y a ça. Mais ça, ce n'est pas important. Mais c'est aussi important. C'est important pourquoi? C'est important que c'est d'abord les bazars. Donc c'est une traîtrise interne, familiale, ethnique. Avant même d'aller voir, comme disent les enfants au quartier, la part de Maï, Tchega et Mungo avaient déjà fait beaucoup. Mais ce n'est pas important pour lui-même. Vous savez pourquoi? Non. Parce que historiquement, la traîtrise est en vue dans tous les fins des leaders historiques. Le leadership historique est intimement lié à la traîtrise dans l'histoire de l'humanité. Ça n'a pas changé aujourd'hui non plus. Hein. Mais regardez Jésus-Christ dans la Bible. Il suffit que vous ayez un peu d'aura. Je dis Jésus-Christ, qui vend? C'est Judas. Ah! Et c'est qui est le chef des apôtres? Chef! C'est Judas. C'est Judas! C'est lui qui vend Jésus-Christ. Votre mort est toujours proche de vous. Apparemment. Bon. Maintenant, ça c'est la traîtrise directe avec intérêt. Parce que lui a pris l'argent, il a empoché. Maintenant, il y a une autre traîtrise qui est indirecte, qui est la négation. Qui nie à 5 heures du matin? Et qui a nié dans le cas de Ruben? C'est Pierre qui nie. Ouais. Ok? Et Pierre, par rapport à Jésus, est le plus aimé, non? Ouais. Celui à qui on avait... En fait, qui montrait qu'il aimait trop Jésus et qu'il aurait pu mourir pour lui. Jésus a même dit que... L'Église a dit que c'est lui le successeur. Ok? Pourtant, bien que Jésus l'ait averti que toi là, tu vas me régner. Tu vas trahir. Il n'a pas pu. Donc la traîtrise, donc pour eux, c'est un petit problème. Ok? Ce n'est pas ça le problème de la trahison. Ce qui est grave dans la trahison, c'est la trahison de la cause. Et c'est pourquoi la trahison de Jésus ne vaut rien. Pourquoi? Parce que la mission principale de Jésus a été atteinte. Venir nous sauver par le péché, non? Oui. C'est fait. Ok? Mais la trahison de où? Venir vers la liberté et la dignité, il y a très peu de Camerounais qui ont la dignité. Oui. Les ministres volent. Est-ce qu'un ministre qui a la dignité vole? C'est pas Baïbek qui dit, hein. Ils seront en prison. C'est Épervier qui dit. Et ils sont là-bas, ils ne nient pas, ils ne disent pas que moi je n'ai pas fait. Ils ont la bouche cousue.
Bon, ça c'est les ministres. Ceux qui sont dehors, ils refusent la décentralisation. C'est pas moi qui me dis que la décentralisation ne marche pas. Si vous ne pouvez pas faire confiance en Jimmy pour faire ce qu'on appelle le transfert des compétences, est-ce que vous-même qui êtes aux affaires au central, vous avez le niveau d'un Jimmy dans la compétence ou dans l'expérience? Ou même dans le sérieux de l'homme? Qui a trahi la cause de Ruben Oumniobé? C'est pourquoi je dis que les traites indirectes qui ne disent pas. Là, il y a les maïs, non? Il y a les directs comme les Mongo et le parti Tchégala, non? Et puis il y a le groupe d'Aïdjo qui était à. D'accord? Là-dedans, je connais quelqu'un dont par cœur. Aïdjo lui-même. Hein? Parce qu'on avait dit qu'on va voter. Qui est d'accord qu'on meurt? Aïdjo vote. Charles Okala vote oui. Charles Assalé vote oui. Fouda là. Fouda vote oui, non? Ok? Bon, ils sont nombreux. On connaît les deux qui n'ont pas voté, qui ont voté non. Un Dama, hein, et un autre là. D'accord? Donc, la traîtrise est comme ça. La traîtrise est donc multiple. Il y a la traîtrise familiale, il y a la traîtrise du clergé, il y a la traîtrise du gouvernement et de l'État. On peut confirmer que Ruben Oumniobé est mort le 13 septembre 1958 où on s'est appuyé sur autre chose pour arrêter cette date qui est commémorée chaque année désormais au Cameroun. De toute façon, il a été trahi. De toute façon, on a tiré sur lui. Et ce qui est grave, ce qui est important, et que le RDPC doit assumer, c'est que c'est un crime de guerre. Qu'est-ce que ça veut dire crime de guerre? Crime de guerre, c'est que vous tirez sur un adversaire qui a les mains en l'air et vous êtes sûr. Parce que Mongo vous a quand même, ne peut pas ne pas vous avoir dit que il n'est pas armé, ni lui, ni Yimbak, qui n'a même pas de garde rapproché armé. Un type qui n'est pas armé lui-même. Un type qui n'a pas de garde rapproché armé. Vous tirez pourquoi? Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Il fallait qu'il meure. Attends. Non, même pas, c'est pas le problème. Vous pouvez l'arrêter. Pour être correct, vous l'arrêtez. Vous le jugez et vous tuez après, non? C'est la logique. D'accord? Et c'est pourquoi ce qui est grave là, c'est que dans le contentieux historique, il y a le crime de guerre contre l'homme, les deux hommes, Ruben Oumniobé et Pierre Yimbak. Et vous pensez que... C'est-à-dire que quand Yaya tire, on connaît le type qui a tiré, hein? Même le nom on connaît. Yaya tire, il y a Yaya, il y a Lamberton, qui donne l'ordre, qui l'envoie en brousse. Les deux là savent que le monsieur là n'est pas armé. Et quand si on le ligue là, on le met dans la voiture, on parle, il n'y a pas de problème. D'accord? La seule façon, le nom tué s'appelle en droit international. Moi, je ne suis pas juriste, je fais de la logique et je lis en désordre. Ça s'appelle un crime de guerre. D'accord? Et ça là, on dit que le système aujourd'hui assume ça. Parce qu'il était complice. Parce qu'ils ont voté. Parce qu'il était complice, parce qu'il était au pouvoir. Le chef du gouvernement, c'est Aïdjo, non? À l'époque. D'accord? Est-ce que, comme ce n'est pas toi qui es le chef du pays, mais tu es le chef du gouvernement, tu es le premier ministre, il y a un commissaire au-dessus de toi. Il peut faire ça sans te dire. Dans ce procès, l'accusé, c'est Xavier Thor. Ok? Et Aïdjo et tous les ministres apparaissent, doivent être inculpés comme témoins. Dans ce procès qui est un procès de crime de guerre contre deux personnes. Et vous demandez les comptes à qui aujourd'hui pour ces crimes? Pour ce crime, il y en a deux. Vous savez que le RDPC est né. C'est Maïs qui lit. Lui, j'étais étudiant de première année. J'habitais la SAM 237F.
à la cité universitaire. Allez demander à Bidjogo, il a habité le bâtiment B. Il est directeur général à Louchem ici. Ok? Voilà. Parce qu'il me dit même ça un jour avant, que le parti là va devenir RDP quelque chose. Le l'UNC devient, voilà la phrase. RDPC. Donc la même entité change de nom. Si elle change de nom, elle assume le bilan de l'autre. Or, l'UNC elle-même succède à l'UC, et c'est l'UC qui est pendant le crime de guerre. Donc dans ce procès de crime de guerre, ce groupe-là apparaît au moins comme témoin. Ok? L'accusé central, hein, les accusés centraux, c'est Xavier Thor qui est commissaire spécial ici, son ami Ojula qui est son principal conseiller, et à Paris, le trio, Général de Gaulle, Gaston Defferre, Pierre Mesmer. Aujourd'hui, la France a décidé de réécrire l'histoire du Cameroun en s'appuyant sur des historiens qui sont combinés Cameroun-France pour peut-être éclairer... Il ne faut pas dire ça, Rosalie. Quel historien camerounais dans la décision de Macron? Ceux qui ont été retenus. Il y a une historienne pour vous. Il y a une historienne française. Hein? Oui. Pourquoi symétriquement ce n'est pas un historien camerounais? Vous contestez le choix qui a été fait? Toi, tu ne contestes pas. Toi, même moi, toi. Toi, tu crois que ça c'est sérieux? On veut la vérité. Ouais. Ok? Scientifique. Du côté de la France, on choisit une éminente historienne. Du côté du Cameroun, on oublie les abois. Même abois, vous ne pouvez pas prendre. Qui est un traître, parce que moi, je l'ai vu là. Il n'a pas la tête et le comportement d'un homme sérieux. Mais il y a des historiens là. Pourquoi vous allez vous prendre quelqu'un qui va avoir beaucoup de valeur? Mais il a la valeur dans d'autres choses. Vous dites que lui, il va piloter avec une savante. Vous êtes sérieux? Moi, je te demande, dis-moi, tu crois que c'est sérieux ça? Je suppose que si des intellectuels décident de les choisir, il y a peut-être une raison. Peut-être que nous n'avons pas. Est-ce qu'on ne va pas leur accorder le bénéfice du doute? Non, on ne peut pas avec ça. Tu ne peux pas accorder le bénéfice du doute à un pays qui a fait des choses aussi graves. L'une des choses les plus graves que la France a faites. Bien entendu. Fausse promesse. De Gaulle envoie le clerc et Samy, le verset 1940, pour lui dire, comme votre pays est devenu indépendant de facto, quand l'Allemagne a perdu la guerre en 1916, et que entre-temps, l'Allemagne nous a fait ce que nous vous avons fait. Ouais. C'est-à-dire que l'Allemagne nous a colonisés en France. On est 100 pays. Donnez-nous des militaires, de l'argent, des armes pour aller combattre les Allemands. Quand on va battre les Allemands là-bas, nous on revient ici ensemble, on proclame seulement votre indépendance que vous avez déjà. Le Cameroun a fait ça. Ils ont amené 40 000 personnes qui travaillaient à Safakam et à la CDC essentiellement. Et on a gagné la guerre. On a chassé les Allemands de Paris et de la France. Quand on est rentré en 1945, la France est partie à l'ONU faire une magouille pour avoir les accords de tutelle qui ont renforcé la colonisation. Quand un pays te fait ça, maintenant il revient maintenant, 70 ans après, il te dit que il va réécrire. Voilà, tu dis d'accord, comment on va faire? Il prend le meilleur artiste qui m'avait le meilleur historien. Tu peux croire. Tu deviens sceptique, c'est automatique. Je ne sais pas si tu peux entrer à mentir. Tu deviens sceptique. Tu es amnésique, les Camerounais sont amnésiques.
Non, nous ne sommes pas amnésiques. On se dit qu'avec le temps, l'histoire peut changer. Donc aujourd'hui, on en est à attendre que cette histoire soit écrite et qu'on puisse finalement comprendre, connaître et découvrir les contours véritables qui entourent. Nous apprenons que la liberté se conquiert. La dignité se conquiert. On le fera quand on fera la preuve de suffisamment de sérieux, de force mentale et de force intellectuelle pour établir nous-mêmes la vérité. Aujourd'hui, quand on parle de Ruben Oumyobé, on ne peut que parler des martyrs. Ils sont nombreux à avoir accompagné ce combat. On va jouer un petit jeu avec vous, on va prendre des photos et vous allez nous parler du rôle que ceux-là ont joué dans ce combat pour la liberté. Je vais commencer par celui qui était peut-être le plus proche en ce moment-là, peut-être président de l'UPC, qui est mort à Genève à 35 ans. À qui ça vous fait penser? Félix Moumié. Voilà. On va prendre la photo de Félix Roland Moumié. C'était le 3 novembre 1960. Si la réalisation est avec moi, que celui-là également est assassiné à Genève. Le docteur Félix Roland Moumié. Qu'est-ce qu'on peut savoir de lui? D'abord qu'il était une mission sérieuse. Ok? Parce que ce n'est pas le hasard. Hein? Il est là-bas, il sort de New York, et puis ça monte, ça descend, et on se souvient que en juillet 61, Moumié rentre Wandi rentre en brousse, en passant par le Nigeria. En fait, Moumié était allé acheter les armes. Mais on ne peut pas le dire, ok? Et comme à l'époque, les circulations de l'argent et tout est difficile, tout son sac là, c'était de l'argent. Il était à une mission hautement politique. Mais, c'était un homme engagé. Il avait déjà lutté plus de 10 ans. Je pense qu'il a terminé ses études de médecine aux Ancaplis des années 50 et il a eu des résultats au Cameroun. L'une de ce qu'on retient de lui, c'était un excellent médecin, c'était un excellent chirurgien qui a donné sa vie pour son pays. Moi, c'est une référence. Et il mérite qu'on lui fasse, qu'on lui dédie au moins une université, une école de médecine. On poursuit avec les martyrs. On va à Bafoussam, 15 janvier 1971. Ça me rappelle la mort de Ernest Wandi. Ernest Wandi. En compagnie de Raphaël Foutsing. Il était enseignant, vice-président alors de l'UPC. Voilà, alors c'est le fameux directeur de l'école publique de Noubel Bamileke que moi j'ai connu en 75 parce que j'habitais le quartier Nilon en face. Je traversais l'aérodrome à pied. Je traversais le marché des planteurs, je traversais le quartier Noubel Bamileke pour aller à l'école Sacré-Cœur. On m'a dit qu'entre-temps, l'école Sacré-Cœur est devenue le collège Sacré-Cœur. Donc je connais bien cette école-là. Ouais, il était le fameux directeur de l'école publique de Noubel Bamileke, un grand nationaliste. Et un homme hyper courageux. Parce qu'il pense sur lui, en 61, de quitter Accra, de rentrer dans la forêt pour continuer la lutte. Et quand on parle de lui, il faut bien rappeler aux anglophones. Qui sont en brousse. Les Amba-boys, on ne les accuse pas. Ils doivent comprendre que leurs parents ont trahi Wandi. Parce que Wandi avait dit à leurs parents, ne marchez pas avec Aïdjo. Tout ce qu'il va faire avec vous là, il vous manque. Il ne peut pas faire face aux Blancs. Les Blancs vont vous rouler. Ils sont allés signer des accords de fédération, de fédéralisme avec Aïdjo. En 72, ça n'a pas raté. Il suffisait qu'il soit mort, Aïdjo est revenu sur ces accords. Donc, quand les Amba-boys revendiquent la meilleure gouvernance aujourd'hui, ils doivent savoir que leurs parents, on ne veut pas dire qu'ils sont méchants, mais ils ont fui la lutte. Mouna, Tande Mouna, Benin Folon, l'autre Foncha, nous on refusé de suivre Wandi. C'est vrai que Wandi est mort tôt, précocement par rapport à eux. Mais c'est faux de nous mettre, nous IPCistes, avec les Oujulatistes. Le problème sur le dos. Oui, le problème sur le dos. On avait dit, Wandi avait dit, allons continuer la lutte. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils vont faire la paix avec les Oujulatistes. Les Oujulatistes les ont trahis. Donc on demande simplement, dans ce débat,
aux Zamba Boys d'être très lucides, de distinguer le système Ojula qui n'a jamais été véritablement avec nous, avec les fondamentalistes de l'UPC, les UPCistes vrais, pas les ojulatistes habillés en rouge et en crabe qui prétendent être UPCistes, mais qui jouent le jeu de ojulatisme. D'accord? Oui. Et donc le problème camerounais est complexe, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut parler dans le RDPC, dire que tout le monde est mauvais. Venir dans l'UPC, dire que tout le monde est bon. Non. Tu as plus le mauvais chez nous qu'ailleurs. C'est les faux UPC, ils ne sont pas bons. Ils ne sont pas vrais. On va sûrement les découvrir tout à l'heure. Je prends également Abel Kingé. Abel Kingé, c'était le quatrième du Quator. C'est comme ça qu'il signait. Wandje. Non, Mounier, Wandje et Abel Kingé. Le Quatuor. Le Quatuor. Ouais, c'était la machine de guerre. Ouais, c'est lui qui a créé le comité révolutionnaire à Accra. Malheureusement, il est tombé malade. C'est le seul qui soit mort sans que le système Ojula n'ait impacté véritablement. N'ait impacté de façon directe. Lui est vraiment mort, on va dire, de sa bonne mort. Osende Afana. Osende Afana, c'est le premier docteur en économie de toute l'Afrique noire. C'était Mao Ladoré. Voilà ce qu'on retient de lui. C'était un ambitieux, mais qui avait raté son coup. Il a raté son coup. Il est entré par le Congo. Mais il y avait beaucoup de failles, de faiblesses dans son projet. D'abord, il est entré dans un village qui n'était pas le sien. Or, on leur avait appris. Quand tu veux faire le maquis, commence par ton village. Il a été décapité. Ouais, il a été décapité. Et voilà une des choses que le RDPC nous doit. Juste une information. Comme on avait ramené sa tête, vous l'avez enterré où? Dites-nous pourquoi on a fait les sana. Nous, on veut enterrer bien la tête et faire les sana. Comme les Congolais ont enterré une dame, non? Nous, on ne peut pas enterrer la tête. On peut. Vous allez dire leur qu'on veut la tête. De Osende Afana. On veut la tête d'Osende Afana. Qui nous disent, elle est ici à Yaoundé. Puisque le préfet l'avait fait venir ici avec le commandant. André-Marie Bida. André-Marie Bida, c'était, Jésus-Christ appelle ça les hommes de peu de foi. Ça veut dire qu'il avait une foi. Puisqu'il a commencé avec Ojula. Oui. Il est d'abord un militant du parti d'Ojula. Mais il découvre très vite que Ojula est un diable. Oui. Il quitte Ojula, mais il joue comme ça. Il joue avec eux. Et lui-même, il est trahi. Il est victime de la trahison qu'il avait commencé. Puisque le coup d'État de février, le coup d'État de Ramadi, qui vient le relever, nous disons à l'UPC, ok, nous on était mis KO en 55. Maintenant vous restez entre vous. Qu'est-ce qui fait encore que vous décidez de faire le coup d'État en Mbida qui a gagné honnêtement entre vous? Parce qu'on avait commencé la vraie démocratie. Mbida avait gagné. Pourquoi vous refaites le coup d'État? Vous comprenez? C'est pourquoi quand on parle des coups d'État au Cameroun, c'est le premier coup d'État camerouno-camerounais. Hein? C'est-à-dire qu'un Camerounais fait un coup d'État à un autre Camerounais. Et il fait le coup d'État en Mbida et il réussit. Le deuxième coup d'État du Cameroun est un coup d'État qui a été avorté. Hein? C'est-à-dire que Aïdjo fait le coup d'État à Biya le 6 novembre 1984. Et il rate. Donc il y a deux coups d'État. Puisque l'affaire du coup d'État à l'amour, on dit aux gens de RPC, méfiez-vous. L'affaire du coup d'État vous regarde, nous on n'est pas dedans. Parce que les deux Camerounais, avant ça, on a eu deux coups d'État qui étaient coloniaux. Ok? Celui du général Leclerc et celui de l'ONU. Mais les deux coups d'État des Camerounais qu'on a eu, c'était au jour là. Aïdjo contre Mbida, ça a réussi. Et Aïdjo contre, lui toujours, c'est Aïdjo qui fomente. Aïdjo qui fomente contre Biya et il rate. Tout ça, c'est les journalistes. Donc, j'allais dire à Bidima, vraiment, Bidima, je ne commence pas. Ce que nous, on peut seulement vous dire, c'est ce qu'il faut faire pour qu'il y ait le moins de coups d'État
la probabilité ou les chances de coup d'État soient maigres. Mais ne nous soupçonnez pas quand nous on parle des coups d'État. Parce que nous n'en avons fait aucun, on n'a tenté aucun. Vous en avez fomenté deux. En interne. En interne. Un a réussi, l'autre a raté. Et il n'a même pas raté comme les autres. Il rate avec 1000 morts. Vous voulez parler de ça? Vous voulez qu'on parle de vos coups d'État? Mon ami Bidjima de la CNPS. Ouais. J'ai dit vraiment, n'ouvrez pas la page là. Lucien. Laissez-nous tranquilles. On va terminer donc avec le roi Kémajou. On reproche par exemple de ne pas beaucoup parler de celui-là. Ils sont nombreux comme ça qu'on n'aborde pas beaucoup lorsqu'on parle des martyrs au Cameroun. Le roi Kémajou. Oh, ils sont nombreux comme ça. Hein? Il y a par exemple le général de l'ANLK, hein? Le général Singam, qui était très jeune, qui a sacrifié toute sa vie, qui est mort dans les encambus de Mbouda, entre d'un côté une mission Chende Toumaza, une mission au sud-ouest. Ok? Il y a les Paul Momo en Bouddha. Il y a le roi des Bahamas, le roi des Bahamas là. Hein? Nana Singam. Ils sont très nombreux à l'ouest. En tout cas, les groupes, on va dire communautaires Bassa et Bamileke ont payé trop cher. Nous avons payé trop cher. Et c'est injuste. Le jour où on va vouloir perdre la paix de ces pays, de ne pas nous donner l'occasion de faire la première étape du processus de Mandela. Vérité. Avant la réconciliation, qu'on nous laisse nous défouler. Hein, j'ai dit souvent aux gens, laissez-moi au monde, vous ne voulez même pas que je pleure. On souhaite fermer la page de la souffrance, de la douleur, mais on aura du mal à le faire parce que le sujet que nous allons aborder à présent est une excroissance de ce combat nationaliste qu'on vient d'aborder. On va parler de l'UPC, qui est ce parti mythique au Cameroun, juste après la transition face à face. Voilà pour la phase coup-pour-coup. Ce soir, on va parler de l'UPC qui est un amour en même temps conflictuel pour vous. Un parti politique mythique au Cameroun, mais qui vit un véritable drame, qui a du mal aujourd'hui à être debout pour véritablement jouer son rôle dans l'environnement politique au Cameroun. Avant de rentrer dans des visages et des noms, j'ai envie de vous demander aujourd'hui où en est l'UPC. Ben écoutez, l'UPC, en tant que parti, en tant qu'affichage, a beaucoup de problèmes et parmi ces problèmes, il y a le torpillage de l'administration. Il ne faut pas le nier. Hein? L'administration qui nous torpille. Et ce que nous faisons là maintenant on lui demande de nous donner un récépissé pour un congrès que nous avons fixé les 7 et les 8. Je dois dire aux UPCistes que la dernière fois, nous l'avons fixé le 26 dernier. On n'a pas eu de récépissé. Mais nous n'avons pas voulu faire sans récépissé. On va encore se donner la chance d'avoir un récépissé, d'avoir le soutien de l'État, qui avait aussi reporté pour nous. Les hommes voulaient consulter les autres tendances. L'État a tout plus d'un mois pour consulter et de nous permettre de faire un congrès relativement unitaire. On espère que l'État le fera. Je voulais dire aux UPC que le comité directeur a proposé que nous tenions notre congrès le 7 et le 8, qui est récépissé ou non. Pourquoi? Parce que la loi permet de tenir son congrès sans récépissé. Ok? Ce n'est pas interdit. Et ce qui n'est pas interdit est autorisé. Simplement, quand vous avez le récépissé, il vous donne l'avantage d'avoir la protection des policières, d'avoir la protection administrative, d'avoir un dossier complet. Donc nous allons tenir notre congrès et on va essayer de sortir une équipe qui nous amène aux prochaines échéances
électorale. Voilà, qui risque fort bien d'avoir lieu l'année prochaine. À votre avis, qu'est-ce qui divise l'UPC aujourd'hui? Je vous dis d'abord l'administration travaille pour ça. Il y a les gens, l'administration est divisée, c'est-à-dire que l'État RDPC. Il y a là-bas des spécialistes de la division de l'UPC, c'est là leur métier. Ils ne réfléchissent que pour injecter la division. Quel intérêt ils auraient à développer la stratégie pour diviser l'UPC? De l'affaiblir, parce qu'elle est le seul qui peut véritablement les battre. Parce que c'est la seule qui a une véritable idéologie. Et c'est le seul qui a des gens qui ont des arguments. La plupart des autres ont des arguments faciles à balayer dans le cœur et dans la vie des Camerounais. Et donc, il y a des gens là-bas qui travaillent. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des gens qui pensent qu'il faut laisser l'UPC tranquille. Dans le RDPC, il y a des gens comme ça. Okay? Il y a même des UPCistes cachés dans le RDPC. Il y a tout. Il se trouve simplement que c'est un rapport de force. Il y a des périodes où les anti-UPCistes de RDPC sont si puissants et si nombreux que ils injectent des poisons partout et ça gangrène. Vous ne vous reprochez de rien à l'UPC dans cette division? Les vrais UPCistes, non. Si vous appelez dans l'UPC, vous appelez ainsi tout le monde qui porte le rouge. Vous allez appeler ainsi les vrais diables. Il faut ouvrir les yeux. La vie, c'est comme ça, Rosalie. Il faut apprendre à nos enfants à ouvrir les yeux. Tout le monde qui porte le rouge n'est pas UPC, non. Il y a des diables, des anti-UPC, des radicaux qui portent le rouge pour venir vous détruire. Ça existe dans tous les partis. Ok? Il se trouve que la distance du pouvoir et les avantages y afférents, cette distance-là fait que les UPC fondamentalistes sont parfois moins nombreux. C'est ce qui peut amener UPC pour moi. Il y a des gens qu'on paye là-bas. On leur donne l'argent à condition qu'ils portent le rouge et vous perturbent. Est-ce que vous pensez pouvoir donc reconstruire? Lorsque vous nous dites que les fondamentalistes comme vous êtes peu nombreux par rapport à ceux-là qui acceptent de se faire corrompre pour diviser l'UPC, et vous pensez pouvoir trouver le moyen de ressoulever, de reconstruire ce parti mythique malgré que vous soyez minoritaire? Oui. Et je vais vous dire pourquoi. La première, c'est que l'histoire nous donne raison. Et moi, je n'ai jamais le doute qu'on a raison sur tout. La première chose. La deuxième chose, l'histoire est ce qu'on appelle les vicissitudes, les accélérations. Là, elle est en accélération. Ok? Là, elle est en accélération. Et si on parle au Congrès, qu'on a une bonne direction, on peut faire des choses extrêmement remarquables aux prochaines élections. Qui a le droit de parler aujourd'hui au nom de l'UPC? On a un secrétaire général qui a le droit parce que tous les prétendants secrétaires généraux ont été éliminés par la justice. Le seul qui reste, c'est le secrétaire général par intérim, c'est le Bel. C'est Niaki qui a le droit. Sylvestre Lebel. Oui, c'est lui qui a le droit de parler au nom de l'UPC en tant que secrétaire général aujourd'hui. Les autres ils sont KO du point de vue juridique. Mais le point de vue juridique n'est valable que si l'on reste dans la République. Ok? On est dans la République au Cameroun? Ça change parfois quand il s'agit de l'UPC. Vous voyez, les diables commencent à torpiller le droit. On a vu ça. Abiba. Abiba, c'est aussi, c'est elle qui est la présidente légitime aujourd'hui. Même si on est en désaccord, parfois profond, sur des questions essentielles, c'est elle la présidente. Donc actuellement pour vous à l'UPC, Abiba, c'est la présidente. Celle qui a légitimité la présidente, celle qui est sortie des dés concrets, normal, incontesté et acté. C'est elle. Donc si on doit parler de l'UPC aujourd'hui, si on doit parler de la présidente de l'UPC, c'est Abiba. Si on doit parler du secrétaire général de l'UPC, c'est le Belniak. Qui sont des rivaux ou des concurrents à moi, alors les fondamentalistes. Mais il faut, vous reconnaissez... le problème est celui-ci. Fondamentaliste, on doit se lever sur la grandeur du parti et du pays et de l'Afrique. C'est ça qui est important. Ce n'est pas ma carrière politique. Ce qui est important, c'est le succès de l'UPC, le succès du Cameroun, le bien-être des Camerounais, le bien-être des Africains, la grande Afrique. Ce n'est pas la politique pure. Moi, je veux dire, Rosalie, je n'ai pas trop brillé en médecine.
J'ai tellement brillé en médecine, je ne veux pas mes successeurs sont là. Mes enfants eux-mêmes. Je ne veux plus la brillance. Je veux l'UPC, et le Cameroun et l'Afrique. Donc pour vous aujourd'hui, il faudrait se battre pour reconstruire l'UPC. On va regarder encore cette autre image. Balogun Cote. Pierre, Pierre c'est pour un docteur, il m'a dessus. Il triche. Pierre triche. On part au comité directeur. Lui-même, on désigne une commission d'organisation du congrès. C'est lui qui propose Victor. À l'époque, moi, il ne veut pas. Parce que je trouve que Victor est un peu... je le trouve trop paternaliste. Il insiste. À Nouvelle, Victor est le président de la commission d'organisation du congrès par le comité directeur, qui est l'instance suprême entre deux congrès. Pierre part au congrès sans lui. Pierre apparaît comme un tricheur. On amène l'affaire au tribunal. Pierre perd. J'ai même honte. J'ai honte des doctorats de Pierre. Est-ce qu'un docteur fait comme ça? Pour l'instant, il a fait comme ça. Bapolipo. Celui-là. Dis donc, tu veux parler de ça? C'est mon petit frère de l'UPC, donc on ne fait pas. C'est le petit frère, c'est le camarade de ma jeune soeur, celle qui me suit. Ils ont fait la philosophie en 96. Lui aussi se revendique. Ah, dis donc, le Robert. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un ça. Faut qu'il aille se faire voter à ma tombe. Qu'il aille. Que ma tombe le vote. Même conseiller municipal. Hein? Je ne parle pas de député. Hein? Est-ce que même le RDP se prend au sérieux? Moi, je vous demande. Même le RDP se rit quand tu parles de... Est-ce que l'UPC c'est un UPCiste vrai? C'est un type. Quand il fait quelque chose, ça pèse sur les yeux des gens. Ça impacte. C'est ça un UPCiste. Je dis que j'enseigne la médecine. Quand les gens veulent parler de moi, là, les femmes là, faut dire qu'ils ont honte. C'est leurs enfants qui le disent. Et c'est même pourquoi je suis en train de m'organiser mentalement pour leur pardonner. Parce que quand j'entends leurs enfants parler de moi, quand ça me revient, je dis, pour leurs enfants, il faut que je pardonne. J'ai pitié d'eux, Rosalie. Pour leurs enfants, ils ne savent même pas ça. Pour leurs enfants, je suis en train de m'organiser pour leur pardonner finalement un à un. Pour laisser tomber cette affaire, pour passer à autre chose, pour ne plus parler d'eux. Vous comprenez? C'est ça l'UPCiste. Ça se vit, l'UPCiste se vit tous les jours. Ce n'est pas un petit qui rigole avec tout le monde, mais pourquoi il ne rit pas? Pourquoi vous voulez qu'il rit? Parce qu'on a envie de te voir sur le ben écoutez, j'ai assez ri, non? Augustin Frédéric Kodok. Non, AFK, je dois d'abord dire ce qui est bien. Moi, j'ai admiré sa compétence. Ok? Dans son domaine, c'est comme ça qu'un UPCiste doit être. Mais j'ai déploré son manque d'ambition. Et son peu de foi. Mais en réalité, on peut aussi dire qu'il était honnête, peut-être savait qu'il ne peut pas. Il n'a pas cru en l'UPC? Ou il n'a pas cru en lui, dans sa capacité à pouvoir mener l'UPC vers la trajectoire? Je vais dire l'affaire. Ouais. L'affaire, c'est que les années 90, on a 3 présidentiables. 3! Rogbe. Justement, c'était le prochain nom. Yondo. Et Kodok Ayaba. Yondo dit, et Rogbe dit que moi, je veux seulement, si vous devez vous décider. Non, c'est Yondo qui dit. Si vous devez vous décider, moi je laisse. Je crois que Rogbe qui dit que moi je veux bien, mais c'est lui le secrétaire général. Il accepte. Pourquoi tu acceptes si tu ne peux pas? Tu t'en vas trahir. Tu déçois tout le Cameroun. De ce point de vue, il nous a déçus. Et il a mis l'UPC dans tous ses problèmes. Parce qu'il fallait attendre un peu.
pour s'organiser et gagner, pour avancer la lutte. Vous avez la fait foi, perdre 30 ans. vous avez la foi en ce que l'UPC peut revenir au Cameroun et retrouver ses lettres de noblesse? Moi, je n'utilise pas peu, je dis que va. C'est l'histoire de l'humanité. Vous savez combien le confucianisme a fait pour revenir Confucius? 400 ans. 400 pour que le confucianisme revienne. Le confucianisme. Et aujourd'hui, ça enseigne à la maternelle. C'est les valeurs et les normes de Confucius. Il n'y a pas d'alternative. S'il y en avait, au moins. Mais est-ce que les gens arrivent à inventer autre chose? Un, il n'y a pas d'alternative. Deux, il n'y a pas de solution. Hein? La solution est une impasse. La solution, c'est quoi? C'est que je vole là, les ministres volent, ils vont au Canada. Voilà pour les grands. Les petits, eux, n'ont pas à voler, ils traversent le désert à pied. Est-ce que ça, c'est des solutions? D'accord. Tout à l'heure, on va retrouver une jeune dame qui va vous faire passer un petit exercice de questions-réponses rapides, un peu comme un quiz. On va vous découvrir sous une autre facette. Vous êtes habitué à développer, à étaler des détails. Et ça sera du ping-pong. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous répondez du tic au tac. Un PAC, il ne veut pas répondre. Vous dites en joker. tant que politicien, vous dites joker. Vouloir répondre. Oui, on va vous accorder un joker. Juste un joker. Pour le reste, vous répondrez. Et avant de l'accueillir, je vais vous passer également, hors du sujet, vous allez me dire ce que vous pensez de ces personnalités au Cameroun. Le président de la République, son Excellence Paul Biya. Je ne pense pas que fondamentalement, il y a quelqu'un qui soit totalement négatif. Et je pense que pour lui, ouais. Moi, je ne sais pas, Rosalie, si vous étiez dit. Mais en 82, quand Paul Biya prend le pouvoir, tout le Cameroun le soutient. Moi, je suis en première. Hein. C'est un premier trimestre. Est-ce que vous me comprenez? Ouais. Personne ne peut dire au Cameroun en 82 qu'il n'a pas soutenu Paul Biya. Les femmes en premier, puisqu'il était très beau. Ah oui, il est toujours. Hein. Bon. C'est rare. C'est aux femmes de dire. Ok? Donc, tous les Camerounais l'ont soutenu. Le problème, c'est que je vous ai dit les coups qu'il a eu. Il a eu le coup d'État. Ses frères l'ont mis en minorité. Ses produits sont affaiblis. Le mur du Berlin est tombé. La démocratie est arrivée. Tout ça l'a déstabilisé. Il a finalement un bilan qui est très controversé. Ok? Et donc, vous me demandez si aujourd'hui je parle de lui. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on peut retenir de lui, ce qui est positif et ce que nous devons prendre, sa prudence, sa sagesse. La succession arrive. Que Paul Biya vous non, vraiment, Dieu va l'appeler, non. Voilà. Au moins, retenons de lui. Respectons-le pour son âge. C'est un patriarche, son père. Respectons-le tolérons-le pour les circonstances atténuantes. Il a quand même eu un coup d'État. Et que ses frères ont profité du coup d'État pour faire des excès. D'accord? Et profiter aussi de sa personnalité naturellement modérée. Ok? Il a le bilan qu'il a, mais ce n'est pas pour lui, à cause de lui que notre vie personnelle est pourrie. Moi, je vais vous dire que personnellement, dans ce système, je m'en sors très mal. Je ne parle pas seulement beaucoup de moi, mais si je vous donne mon bilan personnel et familial, vous allez me dire que Biden ne parle plus au pays. D'accord? Les résultats que j'ai. Ok? Donc, pas voir les résultats. Je pense que il faut prendre dans sa sagesse, dans sa ruse. Ok? Pour mieux construire. Ok? Et laisser le passé. Il est aussi une victime du colonialisme. Il faut se l'aider un peu. Honnêtement, moi je ne suis pas de RDPC. Moi je n'ai rien eu. Vous pouvez comprendre. Je n'ai rien eu d'eux. J'ai eu mes choses comme un citoyen, les choses dans son pays. D'accord? Que son parti et ses parents, dont son parti n'a pas conquis l'indépendance. C'est la conviction que je ne leur dois rien. Mais objectivement regardé, en s'élevant un peu, en quittant les luttes partisanes, en scientifique, je pense qu'il mérite quelques circonstances atténuantes et on tire ce qu'on peut tirer de positif. Ok? Vous savez qu'il a fait des choses comme supprimer les accords militaires avec la France. D'accord? Il a fait des choses comme construire toute une banque avec Kadhafi pour créer la monnaie
Regardez ce qu'il a fait. Mais ça n'a pas abouti. Le projet a échoué. D'accord? Il a boudé l'Union africaine parce que il paraît qu'il part là-bas. Quand il revient là-bas, il fait le complot avec Kadhafi. Les Africains m'ont trahi. Récemment, on l'a vu, il quitte la France le même jour, il vient ici, change les habits, il part en Russie. Il a changé les habits. Regardez la méthode de l'homme, la rue. Ok? On a un peu à tirer de lui. Ok? Et maintenant, disons que pour son âge et son histoire du colonialisme, laissons ça. Ok? Préparons bien ce qu'il veut, ceux qui sont en proposition pour être président, pour prendre le pouvoir là après lui. Ok? L'après lui n'est plus loin. Préparez-vous bien. Préparez bien votre candidature, préparez bien votre président, profession de poids, préparez bien votre projet politique et faites la concurrence. Remplacez-le doucement. Hein? Le reste, c'est que la violence qui peut arriver. Ça peut arriver. Si ça arrive, on prie seulement Dieu. Pourquoi? Pourquoi je ne m'engage pas dans ce genre de projet? Parce que Mao nous enseigne ça, il dit qu'on n'engage pas le peuple dans un projet aventurier et risqué. Un autre nom, un autre visage, Maurice Kamto. Ah, vous savez que je respecte Maurice Kamto, c'est un professeur. D'accord? J'admire son courage. On ne quitte pas le RDPC facilement. Hein. D'accord? J'admire sa clarté. On ne quitte pas le RDPC parce qu'on est souvent endetté. Hein? Il a défié leur droit rien. Vous allez leur droit quoi? D'accord? Donc, c'est un professeur qui a quitté le RDPC chapeau, qui a quitté le RDPC avec un bilan indiscutable chapeau, ok? Qui se maintient dans la lutte politique. Il doit seulement faire beaucoup d'efforts. Ok? Parce qu'il il ne parle pas du néocolonialisme dans ses luttes. Or, nous avons deux ennemis. Nous avons deux luttes fondamentales en politique. Il y a la lutte contre le néocolonialisme et la lutte interne. Pourquoi c'est important d'intégrer ça? C'est important parce que si tu gagnes les élections, là, tu deviens président. Si tu travailles pour le peuple, le néocolonialisme t'élimine. C'est comme ça qu'il élimine Kadhafi. Il élimine Sankara. Hein, il élimine Gbagbo. Parce qu'ils veulent travailler pour le peuple. Si tu travailles maintenant pour le néocolonialisme, le peuple te hait. Donc la question du néocolonialisme est centrale. Pour moi, on devrait me laisser les luttes d'abord. On abat d'abord le néocolonialisme. Et on revient maintenant à l'intérieur. Et on s'arrange. Vous comprenez. En s'élevant un tout petit peu. Et on peut s'arranger par la rivalité. Mais la lutte entre nous, avec le néocolonialisme là-bas, ça ne peut pas nous faire du bien. Non, puisqu'après, ou tu travailles pour lui, ou tu travailles pour le peuple. Dans un cas comme la lutte, tu étais entre deux feux. C'est pourquoi à un moment, je dis que la lutte pour la présidence me semble un suspect si tu luttes trop. Soit tu ne comprends pas, soit tu comprends, mais tu as déjà choisi ton camp. Le néocolonialisme. Est-ce que Rosalie me suit là? Je te suis attentivement. Cabral Libye. Cabral, moi j'admire sa jeunesse et son courage. Ok? Mais il doit encore beaucoup travailler, c'est sûr. Il doit beaucoup travailler, comme les questions comme celle-là. Lui, il les aborde. Mais il ne les approfondit pas. Alors que Maurice ne les aborde même pas. Pourtant, il est au courant. J'espère. J'espère qu'il est au courant. Vous espérez qu'il ne passe pas à côté du combat? J'espère. Parce qu'il ne parle même pas. C'est-à-dire que toute la profession de foi, la dernière profession de foi, moi, je n'ai pas vu le franc CFA. D'accord? Oh, c'est un grand champ. Le jour où un président dit qu'il ne veut pas le sang, ça, c'est une question de souveraineté. Parce que le Ghana a sa monnaie, non? Pourquoi le Ghana a sa monnaie, la Tunisie a son monnaie? Nous, on ne peut pas avoir notre monnaie. Donc, pour vous, Cabral Libye, il a encore du travail à faire pour se forger. Il faut travailler ça, il faut approfondir ça. Ok? Approfondir ça, multiplier les partenariats, multiplier la réflexion. D'accord? Pour être que si tu arrives, que tu sois assez solide pour créer ta monnaie, sans compte dans l'heure du lendemain. On va te bombarder, on a bombardé Gbagbo, non? Gbagbo a fait 10 ans, mais on l'a bombardé. On l'a même mis en prison à Haï.
Pour que 10 ans après, on dise qu'il n'a rien fait. Innocent. Qu'il était innocent. Est-ce que vous comprenez ce que fait le néocolonialisme? D'accord? C'est pourquoi le tout n'est pas de courir vers la présidence. Mais de pouvoir est-ce que tu vas tenir face au combat fondamental, le néocolonialisme? Ou alors, hein, tu vas travailler pour le peuple, hein? Ou alors tu vas travailler pour le néocolonialisme. Cette fois, c'est le peuple qui va te rejeter. Est-ce que tu as compris l'enjeu? Ok? Mais en même temps, l'élite doit travailler, c'est-à-dire que l'élite doit comprendre dans tous les pays du monde. L'élite, en particulier l'élite intellectuelle, l'élite économique, les Paul Fokam Cameroun là, les Gunshingu là, je pense que c'est de Ngushingue dont vous parlez. Ngushingue, d'accord, d'accord. Hein? Les experts union, hein? Courtier, vous devez influencer le pouvoir. Et non l'inverse. Non, vous devez influencer le pouvoir, vous devez pouvoir choisir pour le pays. D'accord. Vous choisissez pour vos fortunes. D'accord? Mais vous devez choisir la direction du pays. C'est votre responsabilité. C'est comme ça que ça se passe ailleurs. Ça veut dire que la France est là. On te dit que c'est le type de parfum là, comment on l'appelle? L'Oréal. Oui, on dit que c'est le type de parfum et 3 ou 4 autres qui décident. Ils décident que celui-ci va être présent, l'autre ne va plus être, ainsi de suite. Et tout la fortune. Oui. Eux et les intellectuels. Les intellectuels parce qu'ils apportent les idées. Oui. Et les fortunes parce que... Et les fortunes parce qu'ils apportent les moyens. En même temps, ça règle le problème. On doit évoluer vers ça. C'est pourquoi on doit quitter toutes les batailles de paix. On fait comme si Camto et Paul Biya et Cabral, c'est le problème, ce n'est pas là-bas. Jacques Famendongo. Tu voulais qu'il parle. Rosalie n'est pas. Rosalie ne veut pas qu'elle laisse. Non, moi, elle disait que je laisse pour leurs enfants. Je le dis honnêtement maintenant. Parce que pour beaucoup, pas pour eux personnellement, pour beaucoup, j'ai vu ce qu'ils représentent pour leurs enfants. Donc tu lui pardonnes au nom des enfants? J'ai vu ce que je représente pour leurs enfants. J'ai vu. Je les ai battus en justice. Je les ai battus socialement. Ok? Famendongo, il a fait le pas de signer l'abrogation. L'abrogation me dit que j'arrête, ma décision ne continue pas. Ok? Je crois que moi, si je continue. C'est que toi aussi, tu cherches encore les problèmes. Voilà, même comme on dit que les Bassamaches avaient les timbres. Mais je crois que s'il ne continue pas, je fais le travail mental. Il y a lui, il y a Zénou Kandé, la doyenne là. Les deux là, c'est les deux qui me restent. Et toute leur bande, Mbia, Bané, je suis en train de faire le travail mental. Je pense qu'on est même arrivé à une situation où j'ai pu leur montrer que le papayer est l'arbre du blanc. Oui, ils savent que... Le ministre de TP. Non, c'est le papa de mon élève, un de mes meilleurs élèves. Laissez-le. Je ne veux pas le mettre à l'aise. Je ne veux pas mettre les enfants mal à l'aise. Mon problème avec leurs parents, c'est différent de pas les mettre oui, mais c'est le parent qui nous intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le plan personnel, c'est un serveur-man. Hein. C'est un infirmier devenu un cadre de l'État. Hein. Il a fait sa carrière. Maintenant, ils sont dans leur régime qui est comme il est. Bon. Je ne m'intéresse pas particulièrement à lui. Je ne peux pas me prononcer, je ne le connais pas bien. Je n'ai pas une expérience particulière. Je ne le connais pas bien. Moi j'ai opéré sa mère. Et il m'a impressionné parce que ce jour-là, j'étais un jeune chirurgien. Je lui ai dit qu'il était en train de voyager. Je lui ai dit que vous ne pouvez pas voyager parce que c'est lourd. Quand on parle, on est kiff-kiff, on n'est pas sûr qu'on s'en sort. Mais on ne peut pas choisir. Vous n'allez pas voyager. Excellence. Il n'a pas voyagé. J'ai fait ce qu'il devait faire. Dieu merci, ça a donné. Après ça, j'ai eu beaucoup de malades de sa famille. Je n'ai pas de mauvaise relation personnelle avec lui. Et je n'ai pas eu le temps d'analyser et je me retiens. Tu préfères te retenir? De parler des gens que je n'ai pas analysés. Je ne veux pas faire des erreurs, des faux. J'ai reposé à Abbé que tu viens de dire que c'est un pantin quand il parle de son. Qu'il n'a pas le diplôme d'entraîneur.
Le gars répond que il est de la même promotion que Zidane, qu'il a le même diplôme que Zidane, dans la même école, la même année. Tu es professeur d'université, tu ne peux pas. Un professeur d'université, quand ça sort dans ta bouche avec certitude, tu dois avoir la preuve. Comprenez? Ouais. Je n'ai jamais travaillé, je n'ai pas eu l'occasion de regarder le travail de... Non. Donc même quand tu regardes les routes qu'on construit au Cameroun, tu ne vois pas. Ah bon, d'accord. Tu ne veux pas voir. Voilà, je vois les routes. Ok? Est-ce que, il faut être clair, hein? Il y a la part de l'individu et il y a la part du système. Expliquez-nous ça. La part du système, on a signé les 11 accords, signifie que si Razel et Satom ne prennent pas, c'est quand ils ont fini de prendre qu'on choisit Arab Contractor ou bien... Donc, il n'arrive pas à travailler parce qu'il a les mains liées. Attends, Arab, si Razel fait ce qu'il veut, et après 70 ans, Razel et Satom n'ont pas une villa au Cameroun. Ils habitent dans les conteneurs. Ok? C'est là le problème de fond. Le reste, c'est les détails. Maintenant, quand tu es pauvre ministre, et que l'argent vient même de la France qui est partie influencer le FMI, et que la France a dit qu'on donne à Razel, car tu n'es pas d'accord de l'épaisseur de goudron, tu choisis ta tête, ou bien tu choisis de partir. Si tu n'as pas le courage de choisir de partir, qu'est-ce que moi, Baïbek, je dis que c'est toi qui es mauvais. Nous avons deux types d'ennemis. Nous avons nos ennemis, nos frères. D'accord? Qui sont complices d'un mauvais système. Mais l'ennemi central, le néocolonialisme, on ne peut pas l'ignorer et continuer à dire ça fois et nous brouiller. On ne va pas résoudre le problème comme ça. D'accord. Samuel est au fils. Samuel est Non, il a eu la chance d'être élevé. En 2010, je ne sais pas s'il a 18 ans quand j'arrive en Espagne dans une conférence et je le cherche, on me dit qu'il est à Majorque. Donc, il a grandi ailleurs. Il n'a pas vu nos choses. Il a vu d'autres valeurs. Et il a grandi dans la bataille. Il a combattu devant les Blancs. Il les a battus. Il est sans complexe. Maintenant, il arrive au pays. Moi, je lui ai dit l'autre jour que l'excellence a un prix. Tu dois te lever, c'est tout. Et continuer à te former. Continuer à te former. Continuer à être ce que défendre les valeurs. Et puis, ignorer tout ce que l'on dit. Tu ne peux pas t'attarder dessus. D'accord? Maintenant, tu as tout le soutien de toute ta communauté, tout le peuple Bassa, tant que tu restes dans nos valeurs. Parce que nous, on a des valeurs culturelles. Ouais, pour l'instant, il est dans ses valeurs. Oui. Si tu lâches, on va te lâcher. D'accord? Mais si tu restes dedans, personne ne va te toucher. Parce que si on te touche, moi j'ai dit ça. Si vous le touchez, vous allez me voir. Donc il est protégé par son peuple. Oui. Pour l'instant. Oui. D'accord? Le chef du Mbok de A, Mbok, Njami Wandi. Ok? Le Mbok a prononcé le soutien des Ito. Ok? Donc il faut que le Cameroun sache que là, il est là. Il a notre soutien. Non pas parce qu'il est notre fils, mais parce qu'il n'a rien fait. Il n'a pas le temps, Ito n'a pas eu le temps de voir nos choses. Il est parti trop tôt. Étant parti d'une famille orthodoxe, Bassa, il a l'esprit Bassa typique. C'est un Bassa typique. Ok? Maintenant, le Cameroun peut le transformer. Ok? Voilà. Et il sait que si le Cameroun le sale transformer dans le sale négatif, nous on va le lâcher. D'accord. Franck Emmanuel Biya pour sortir. Non, moi je ne parle pas d'un gars qui n'a jamais parlé. D'accord. Nous on a dit aux gars qui sont venus nous vendre le franquisme et tout que vous avez vu ça, club de l'autre jour, on dit à Hassan, tu as déjà vu Franck? Non. Tu as parlé avec lui, non? Tu as appelé le franquisme, c'est ses collaborateurs. Vous voulez qu'on le prenne au sérieux? Ok? C'est de la provocation. Elle a provoqué le type d'autrui qui n'a rien dit. Qui ne s'est jamais comporté comme. D'accord? C'est ces dernières années qu'on le voit. Ok?
commencé à le provoquer et puis son père a mis le système de succession, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut lui demander? À mon avis, c'est même pas ça l'enjeu. L'enjeu vrai, c'est que les prochains leaders se préparent bien. Les partis politiques se préparent bien. C'est ça le vrai enjeu. D'accord? Et que Franck lui-même, qu'il a se fait tester au RDPC, ou il crée son parti, ou il est dans un autre parti, ou il fait candidat indépendant. Voilà les quatre alternatives qu'il a. Et il a le droit d'en jouer. On ne peut pas lui enlever ça. Bien entendu. D'accord? Oui. Mais vouloir lui enlever ça, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas faire vous-même dans votre parti. Quel est votre problème? Voyez ça d'abord. Il faut savoir une chose qui est prospective et qui est claire. La survie du RDPC après le président Biya est un problème. Hein? On n'est pas sûr que ce parti va survivre. Parce que le PSD n'a pas survécu au Sénégal. Parce que le PDC n'a pas survécu à Abidjan. Et parce que l'UNC n'a pas survécu au Cameroun. Hein? Il y a du doute sur la survie même du RDPC. Pendant que l'enfant gère ça, vous voulez mettre les projecteurs sur lui. Mais ce que l'on sait, qui est clair, toute cette affaire a été déclenchée par des opportunistes légitimes. Parce que ce n'est pas mauvais de dire que nous, on pirait. C'est le verbe chelou en bas, ça, même pire, ouais. Ça dit que je t'espère. En français, nous, on souhaite. On compte sur toi. C'est normal qu'il y a un groupe de camionneurs qui pirait Franck Biya. Comme un groupe de camionneurs pirait Chantou. Et on dit bien enfant, il y a que les gens qui te pirent là, sous réserve qu'ils n'exagèrent pas, n'abusent pas, ils ne font pas de bêtises, ne les rejettent pas. Le problème, c'est que le pire là, tout le pire, ça revient autre chose. On ne vous a pas dit. Mais est-ce qu'il va vous dire même pas le pire? Qui réussit et qu'on ne pire pas? Nous, les enseignants. C'est bien parce que les élèves nous pirent qu'ils viennent apprendre le métier. Ok? Donc, il faut aussi, si on pire un peu Franck, laissez-le qu'il ait le pire. Jouer de son piratisme. Oui. Allez, on va prendre la transition du compte à rebours et on va accueillir Bossal sur ce plateau pour faire ce face-à-face particulier avec vous. On s'achemine vers la fin de cette émission. Elle va nous rejoindre juste après la transition. Voilà, nous sommes donc de retour et nous sommes toujours en direct d'Info Télévision. L'émission, c'est bien entendu à vous la parole tous les vendredis dès 21h. Nous sommes ensemble avec une personnalité triée sur le volet. Le professeur Jean Baïbek nous accompagne ce soir. Et pour le compte à rebours, Olivia Bossal qui aura donc cette responsabilité de poser ces questions quiz au professeur Baïbek. Je tiens déjà à vous le dire, professeur, c'est du tic au tac. On ne réfléchit pas. Pap, 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 pap. Ça, c'est le principe. D'accord? Olivia, face au professeur, déjà, bonsoir, princesse. Bonsoir Rosalie. Bonsoir aussi au professeur Baïbek qui nous honore de sa présence ce soir sur ce plateau d'Avoue la parole. Et bonsoir aussi à vous, chers téléspectateurs. Je me calme et je vous écoute. J'avoue que c'est un défi, c'est un peu challengeant ce soir de m'entretenir aussi rapidement avec le professeur Baïbek. Faut pas avoir peur de le regarder. Nous allons essayer, professeur. Voilà. C'est du tic au tac. C'est-à-dire, je vous pose la question, vous répondez rapidement. Vous n'avez pas le temps de réfléchir. Si vous êtes prêts, nous lançons. Chrono. Ouais, ok, nous lançons le chrono. Alors, que fait le professeur Baïbek pour se détendre? Spontanément. Spontanément, professeur. Spontanément, professeur. Alors, la musique, donc, qui peut soulever le professeur Baïbek. La psycho, le jazz
et la musique classique. Votre plus grande réussite? Ah, la plus grande réussite, c'est les jeunes qui veulent devenir chirurgiens orthopédistes. Alors, qu'est-ce qui vous motive à vous lever tous les matins? Mon travail. Ok, quel est le lieu le plus incroyable que vous ayez visité? Alors, le plus incroyable que j'ai visité. Allez, réponds ça! Ça, je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Donc, ça veut dire que vous convoquez là votre joker. Vous savez que vous n'avez droit qu'à un seul joker, professeur Baïbek. Oui. D'accord. Si vous aviez donc le... Bon, votre talent caché. Votre talent caché. Je ne sais pas ce que c'est. Le talent du professeur en dehors des écrans? Ah d'accord, ce qu'il fait d'autre. Oui. Je lis beaucoup de la philosophie de l'histoire. Alors, si vous aviez le pouvoir d'être invisible aujourd'hui, hein, vous sentiriez-vous obligé de suivre les règles alors que personne ne vous regarde? C'est-à-dire lorsque vous êtes à l'abri des regards. Oui. Ok. Et je pense qu'il faut. Et qu'est-ce que vous feriez particulièrement? Je ne fumerai pas, je ne bourrai pas l'alcool en excès, je ne mangerai pas en désordre. Voilà les trois choses. Que changeriez-vous dans ce monde, professeur Baïbek? Dans ce monde, Effectivement. ce que je changerais, l'industrialisation excessive. Alors, et quel est votre passe-temps préféré? J'ai déjà dit, la lecture. Ok, alors, et pour finir, professeur Baïbek, j'avoue que vous êtes dans le chrono, vous êtes dans le temps. Il a réussi. Et vous avez réussi, hein, vous avez réussi à répondre à toutes les questions. Qu'est-ce qui vous met en colère, professeur Baïbek? Oh, les gens qui ne font pas leur travail. Oh, là, je suis méconnaissable. D'accord, chers téléspectateurs. Pour Il a moi, gagné. en fait, pour moi, le professeur a gagné parce qu'il est dans le temps. Je ne sais pas si pour vous, il a également. Bon, il a gagné. On lui applaudit ça parce que le principe, c'est de réussir à répondre à toutes nos questions dans le timing. Vous êtes dans le chrono. Ça veut dire que vous n'avez pas eu besoin de tout réfléchir. Moi, vous avez demandé la loi le plus extraordinaire que vous avez visité. Vous pouvez rattraper? Non, je ne veux pas revenir sur cette question. Pourquoi? Pourquoi convoquer le joker? Parce qu'elle n'est pas claire. En négatif ou en positif? On vous laisse le choix. En positif, j'ai vu le corps du pharaon tout en canon au Caire. J'ai visité le sarcophage. Et je crois, est-ce qu'on touchait? Non, il y avait une vitre qui faisait qu'on ne touchait pas. On dit que c'est tout en canon. Par les bijoux, un pharaon qui est mort à 18 ans. Ça m'a émerveillé. Sans compter les autres merveilles de l'Égypte. C'est en positif. Et négativement? En négatif, le truc... Alors, je me suis retrouvé une fois dans une boîte de nuit à Genève et j'ai été abordé pour un homme m'a dragué. Et c'est là que je rencontre une boîte de nuit de gays. Vous y êtes entré sans le savoir? Non, je ne savais pas. Je voulais aller en boîte, et puis je suis entré dans une boîte. Mais en fait, c'était... à l'époque, il n'y avait que les gays et les lesbiennes. Il n'y avait pas encore les deux autres. Parce que la LGBT, il y a 4 variétés, non. Il n'y avait que les 2 variétés là. C'est là où j'ai un homme à faire un coup. C'est lui qui me dit, mais c'était un monsieur gentil. Il me dit que non, je ne suis pas gay que je parle, parce que je me suis trompé. Je croyais que je suis un gay noir. Mais j'avoue que j'ai envie de professeur. C'est vrai que le professeur est pendu, il a dit qu'il aime la lecture. Ça garde son côté intellectuel. En dehors de la lecture, en dehors de ce côté intellectuel que l'on connaît de vous, professeur Baïbek, qu'est-ce que vous aimez? Parler avec ma femme et mes enfants. Ok. Je parle beaucoup. Je suppose que tu as une question ou deux que tu souhaiterais poser au professeur, qui te taraude l'esprit. C'est vrai que... Ok, d'accord, merci Rosalie. C'est vrai que c'est pas... Je suis très curieuse de savoir pourquoi est-ce que le professeur a toujours cette fougue lorsqu'il est sur les plateaux. C'est-à-dire que il est connu pour son franc-parler, le professeur lui frappe pas, il ne va pas du même molle. Ça m'intrigue un peu, ça m'intrigue. C'est-à-dire quand je vois vos vidéos, TikTok, tout ça, je dis mais pourquoi est-ce que le professeur va expliquer, je ne sais pas, c'est peut-être la nature. Mais, si vous allez chez les médecins, ils m'ont voté plusieurs années meilleur enseignant préféré. Et vous savez comment on m'appelait Papa Poule. Et si vous voyez ma femme est un bout de femme. Et sur mes enfants biologiques, 5 sur 6 sont des filles. Elles sont épanouies, elles étudient bien. Je ne suis pas un homme violent. Sinon, je n'aurais pas ce monde-là.
Moi, j'ai grandi en 3 étapes, entre ma mère et ma grand-mère et mes tantes, et puis après ça, entre mes sœurs, et bon, et puis et mes femmes, et puis maintenant, c'est mes filles. Je suis un homme à femme. Nous sommes donc arrivés au terme de cette émission, de cette première livraison de votre émission À vous la parole. Avant de se quitter, professeur, je vais vous inviter à regarder la caméra qui est en face de vous et donner votre dernier mot aux téléspectateurs qui nous regardent. Un dernier message. Ben, le dernier message, c'est que nous profiterons la semaine des martyrs pour appeler les Camerounais à relire, à revoir et à méditer sur la doctrine Unobé et plus en particulier la question de la transformation du développement personnel dans un pays où il y a énormément d'opportunités et dans lequel chacun doit trouver son compte, bien que nous sachions que le secteur des emplois est en crise, parce que les entreprises sont en crise, mais chacun peut trouver quelque chose. Et aux chefs d'entreprise et aux banquiers de continuer à développer les entreprises en sachant que c'est elles qui vont soulager la société. Et souhaiter bonne chance à tout le monde. Voilà. Merci, professeur. Merci de vous être prêté au jeu. Merci à Olivia Bossal, qu'on va sûrement retrouver encore plus pertinente la semaine prochaine. Ce sera vendredi. Merci infiniment parce que ça n'a pas été évident. C'est pas très souvent qu'on a la chance de vous découvrir côté jardin et côté cours. Nous, on a eu ce bonheur ce soir. Merci également à toute l'équipe technique qui s'était très nombreux mobilisés pour la réussite de cette émission. Jean-Martin Kefak, Ben Valls, Janvier Kengi, Dekami, et là, qui était également, je ne vais pas oublier le petit Eric qui a travaillé énormément à la réussite de cette émission. Je ne vais pas oublier le rédacteur en chef Amara, bien entendu, je pense à tous ceux-là qui étaient de l'autre côté de la machine pour qu'elle puisse fournir cette réussite ce soir. Et bien sûr, je clôture avec ce respect. Monsieur Dieudonné-Mva, cette tribune, je le rappelle, est la vôtre. Vous voulez être avec nous, comme avec le professeur Baïbek ce soir, n'hésitez pas, contactez-nous simplement si vous avez l'étoffe qui convient. Et nous, on se fera le bonheur de vous recevoir. Bonne suite de programme sur nos antennes. À très vite. Au revoir.